Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi d'être avec toi, Christophe, pour le bulletin astronomique. Bonjour à toi. Nous allons donc parler de la période du 29 juillet au 6 août 2026, la troisième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud, donc de la pleine lune, le 29 juillet, au dernier quartier, le 6 août. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Claire Orion, chroniqueuse, animatrice astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, souvent avec Christophe, mais là, cette fois-ci, il va pas pouvoir être avec nous pour la deuxième, nous faisons les commentaires astrologiques pour cette même période. Donc là, on se concentre sur l'astronomie, ce qu'on va voir et ce qui va se passer, mais qu'on ne voit pas, mais qui est de l'astronomie quand même. Donc en cette troisième phase de la lunaison, donc troisième phase, c'est toujours de la pleine lune au dernier quartier. Je vais partager directement la fiche résumée. Mais avant cela, je vous remercie tous pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Et merci donc si vous êtes déjà abonné. Et merci aussi si vous ne l'êtes pas encore de cliquer sur la cloche pour vous abonner. C'est vachement important pour la chaîne. Alors c'est parti. Je partage la fiche résumée de cette période que vous pouvez trouver et télécharger dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc, cette troisième phase de la première lune des ténors hiver-sud, qui va donc de la pleine lune le 29 juillet à 16h35, exactement, l'heure de la pleine lune, 2h35 temps universel, au dernier quartier le 6 août, donc mardi 29 juillet, mercredi 6 août, dernier quartier à 4h21, soit 2h21 temps universel. Donc la Lune est donc décroissante à partir de la pleine Lune. Et on va voir qu'elle est aussi montante. Alors, elle est donc le 29 juillet, on attaque, elle entre dans le signe du Verseau, et donc à 3h46, et elle est conjointe à Pluton. C'est donc une pleine lune où la lune est conjointe à Pluton. Évidemment, le Soleil est à l'opposé, et lui est conjoint à Jupiter. Donc ça fait une forte configuration, lune Pluton d'un côté, Soleil Jupiter de l'autre, qui explique, mais bon, on en reparlera un peu plus, tous ces feux aussi qu'on a en ce moment-là. C'est hein, lune, Pluton opposé Jupiter, n'est-ce pas, Christophe? Avec la pleine lune, c'est majeur. Donc la lune est dans le 7e degré du signe du Verseau, le soleil celui du Lion pour la pleine lune. La lune étant devant la constellation du Capricorne, où se trouve également Pluton, et le soleil, celle du Cancer. Donc, passer la pleine lune tout de suite après, le soleil donc conjoint à Jupiter dans le plan écliptique, et donc en héliocentrique, la Terre est opposée à Jupiter 10 minutes plus tard. 7e degré, enfin, du Lion pour Jupiter et le soleil, 7e degré, Verseau pour la Terre en héliocentrique. Et du coup, Jupiter est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, puisque c'est une opposition euh, du point de vue héliocentrique, donc Terre, Soleil, Jupiter. Donc Jupiter, la Terre et Jupiter, c'est la plus grande distance de l'année. Donc quand on se retrouve après Soleil, Terre, Jupiter la, pour l'opposition de Jupiter, c'est-à-dire quand on a Jupiter visible dans le ciel la nuit, eh bien là on est plus au périgée, on est au plus près de ce qu'on peut être dans l'année, la distance entre Terre et Jupiter. Donc là, Jupiter est donc à l'apogée, puisque c'est la conjonction, on ne voit pas Jupiter dans le ciel. Elle était du soir, on l'a vue jusqu'en début juillet, et puis elle va réapparaître dans le ciel du matin, en fin de nuit, en septembre. Donc nous arrivons à... Oui, c'est jeudi 30 que Jupiter est à l'apogée. Vendredi 31, la Lune passe à son nœud ascendant, donc elle monte en latitude. Elle passe à son nœud ascendant qui est maintenant dans le 30e degré du signe du Verseau. L'axe des nœuds a basculé, non pas encore, si, 30e Verseau. Et bah si, c'est ça. Oui, elle était Poisson Vierge et maintenant Verseau Lion. Voilà. En juillet, là,
l'axe des nœuds qui est rétrograde est passé de Poisson Vierge à Verseau Lion. Donc on attaque une nouvelle série, ça dure 1 an et demi à peu près, où le nœud, l'axe des nœuds, donc, est donc dans les signes, dans l'axe Verseau Lion. Et comme c'est rétrograde, après ce sera Capricorne Cancer. Donc vendredi 31, la Lune entre dans le signe des Poissons. Je fais avec la Lune, on fera l'héliocentrique. Oh non, ça vaut le coup en même temps, tous les événements du jour. Donc du vendredi 31, la Lune passe à son nœud ascendant à 13h54. Elle entre dans le signe des Poissons à 14h13. En héliocentrique à 19h28, Mercure entre dans le signe du Bélier. Et toujours en héliocentrique à 20h13, Vénus passe à son nœud descendant, ce qui se passe aussi en géocentrique, mais en héliocentrique, c'est toujours au même degré du zodiaque, donc 17e Sagittaire, tandis que en géocentrique, ben, c'est variable, et là, c'est dans le 24e Vierge. Donc Vénus descend en latitude, elle sera à son minimum le 26 septembre en héliocentrique et le 11 octobre en géocentrique. Elle sera très bas, donc on va plus la voir très bientôt. Vous remarquerez d'ailleurs avec Vénus, vu qu'elle descend en latitude, elle va être à son élongation est maximale le 15 août, mais pourtant déjà, alors que ça devrait être le moment où on la voit le mieux, déjà sa période de visibilité diminue en raison du fait qu'elle descend en latitude. Elle est déjà en train de diminuer en visibilité. Le samedi 1er août, elle arrive devant la constellation de la Vierge Vénus, justement, et elle va y rester jusqu'au 14 décembre, car elle sera rétrograde du 3 octobre au 14 novembre, vu qu'elle va avoir sa conjonction inférieure le 26 octobre, je crois. Et donc, on verra plus Vénus, et ensuite elle réapparaîtra dans le ciel du matin. Donc, elle arrive devant la constellation de la Vierge samedi 1er août à 6h08. Elle est alors dans le 25e degré du signe de la Vierge. Toujours le 1er août à 8h46, en héliocentrique, Mercure est conjointe à Neptune. En géocentrique, dimanche 2, Mercure toujours est à son élongation maximale, élongation ouest, donc ça veut dire qu'elle est dans le ciel du matin. Élongation ouest égale ciel du matin, visible dans le ciel du matin pour Vénus et Mercure. Élongation est, visible dans le ciel du soir pour Vénus et Mercure, ça marche ça. Enfin, c'est le principe de l'élongation maximale qui est valable pour Vénus et Mercure. Sinon, pour les planètes, c'est pareil. Élongation, toutes les autres planètes, élongation ouest, visible dans le ciel du matin, élongation est, visible dans le ciel du soir. Alors, Mercure est donc visible dans le ciel du matin un petit peu cette semaine jusque vers au 15 août ou au 7 août. Enfin, pour cette période, c'est bon. Dimanche 2 août, donc c'est ce jour-là. Dimanche 2 août à 10h16, Mercure a son élongation maximale qui est bien modeste, même pas 20 degrés à l'ouest du Soleil. 20 degrés, c'est pas même pas 30, un signe. Donc il y a pas, elle est visible quand même. Elle se lève environ 1h30 avant le Soleil. Dimanche 2 août, toujours la Lune passe en déclinaison nord. Donc là, on dit qu'elle est montante. Elle est montante en déclinaison, décroissante dans sa phase, mais montante en déclinaison, ce qui se traduit par le fait qu'on la voit culminer chaque jour de plus en plus haut. Et elle a une course de plus en plus grande, avec un azimut de levée de plus en plus vers le nord et un azimut de coucher également. Enfin, du côté de l'est, quoi, nord-est pour le lever, nord-ouest pour le coucher. Sa course s'agrandit, comme celle du Soleil en hiver et au printemps. Donc là, elle passe en déclinaison nord, dimanche 2 à 13h06, et toujours dimanche 2 à 16h23, Mercure est conjointe à Saturne en héliocentrique, qui est maintenant dans le 10e degré du signe du Bélier en héliocentrique, alors que Neptune est dans le 3e. L'écart entre Saturne et Neptune se creuse. Dimanche 2, toujours à 22h36, la Lune entre dans le signe du Bélier. Et puis lundi 3 août à 0h57, Mars sort des limites zodiacales nord discrètement, Mars montée en déclinaison, et va être hors limite zodiacale nord jusqu'au 28 août, et sera à son maximum de déclinaison le 15 août à 23 degrés 42 minutes. C'est pas beaucoup hors limite zodiacale, mais voilà. On peut s'attendre frasques, à des frasques guerrières, comme, enfin, j'en reparlerai après, des combats de titans.
Mars est dans le signe des Gémeaux, euh, 25e degré du signe des Gémeaux. Lundi 3, donc à 6h22, la Lune est conjointe à Neptune. Alors ça pourra, enfin, Neptune, on la voit pas à l'œil nu, donc c'est pas lors de sa conjonction à la Lune qu'elle est le plus intéressante à observer. La Lune fait trop de lumière. Et dans la foulée, la Lune est conjointe à Saturne, mardi 4 à 1h21. Donc je vous disais, l'écart se creuse entre Neptune et Saturne. Neptune est au quatrième bélier, Saturne au 15e. Saturne est maintenant rétrograde, Neptune aussi. Les deux planètes sont maintenant rétrogrades. Mercredi 5, la Lune entre dans le signe du Taureau à 4h35. Mercredi 5, toujours, Vénus passe en déclinaison sud. Donc Vénus, elle descend en déclinaison et va descendre jusqu'au 23 avril. 27 atteindra son minimum le 6 octobre. Moins 21,18, elle restera sagement dans les limites zodiacales. Elle est dans le 29e degré du signe de la Vierge. Après, elle va rentrer en balance, mais après, elle rétrogradera, donc elle reviendra en Vierge. Et puis, jeudi 6 août, à 4h21, c'est le dernier quartier de lune. Donc, 4h21, dans le 14e degré du signe du Taureau pour la lune, du Lion pour le soleil, la lune étant devant la constellation du Bélier, le soleil celle du Cancer. Jusqu'au 12 août, le soleil est devant la constellation du Cancer. Ce jour de dernier quartier, à 14h22, Mercure entre dans le signe du Taureau en héliocentrique. À 14h46, Mercure atteint sa déclinaison maximale. Donc, comme Mercure a été rétrograde, elle a maintenant repris son mouvement direct. Elle a inversé un peu son mouvement en déclinaison. Et donc, voilà, maintenant, elle va se remettre à redescendre, puisqu'elle est dans le signe du Taureau. Donc, elle devrait monter là en déclinaison. Elle atteint sa déclinaison maximale. Elle passera ensuite, elle descend, elle passera en déclinaison sud le 11 septembre et atteindra un minimum le 22 octobre. Jeudi 8 à 19h28, la Lune sort des limites zodiacales nord, donc, et elle va y rester hors limite zodiacale nord jusqu'au 11 août. Donc elle rentrera juste dans les limites zodiacales pour l'éclipse de soleil. Elle atteindra son maximum le 9 août. Ça doit pas être 23, ça doit plutôt être 25 ou 26. Erreur de ma part ici. À corriger, le note. Parce que c'est merci, comme ça, grâce à vous, je Delta Lune le 6. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ce qui se passe de rocambolesque dans le ciel cette semaine, avec bien sûr des nuits qui commencent à s'allonger un petit peu. Donc on a dit la Lune passe des constellations du Capricorne à celles du Bélier. On va voir un petit peu le coucher du Soleil sur la Lune. Donc à partir du moment où elle est pleine, on peut observer le Soleil qui se couche sur la Lune. Le 3 août, on pourra le remarquer sur le trio de cratères Théophilus, Cyrillus et Catharina. Ça aide bien à les identifier. Les planètes, donc quelle visibilité des planètes? Donc Vénus le soir, qui se couche quand même de plus en plus tôt, aux alentours de 23 heures maintenant, pour ma localisation. Bon, selon si vous êtes à l'est ou à l'ouest, à l'est c'est un peu plus tôt, à l'ouest c'est un peu plus tard. Et donc, il n'y a que Vénus dans le ciel du début de nuit, mais visible très très vite après le coucher du Soleil, puisque c'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Et puis, de plus en plus tôt dans la nuit, se lève Neptune vers 23h20 et Saturne vers 23h50, qui sont toutes les deux devant la constellation des Poissons. Et puis, un petit peu plus tard, à 2h25, aux alentours de 2h25, se lève Uranus, qui se trouve sous les Pléiades. Donc, bien sûr, faut au moins des jumelles pour le repérer. Puis se lève Mars aux alentours de 3h10, qui est visible à l'œil nu et qui va petit à petit devenir plus brillante et puis, bien sûr plus présente, se levant de plus en plus tôt. Et puis Mercure, ah bah Mercure, j'aurais peut-être pu le mettre en vert parce que justement Mercure, on peut le voir. Et en vert, ça veut dire que c'est observable, un petit peu délicat, mais éventuellement avec des jumelles.
Et voilà la légende hein, pour l'observation des planètes, délicat, voilà. Donc en bleu, un instrument pour Neptune et Uranus, et puis Mercure, bah, c'est souvent qu'elle est soit invisible, soit délicate à observer. Là, elle est délicate à observer, et donc elle se lève de plus en plus tôt, grosso modo, cette semaine. Donc on a la fin aux alentours du dernier quartier, elle se lève 1 heure et demie à peu près avant le Soleil. Et puis donc Jupiter qui est invisible puisqu'elle est conjointe au Soleil le 29 juillet et qu'on ne commencera à la revoir dans le ciel du matin que fin août, début septembre au plus tôt. Alors c'est le festival des étoiles filantes les amis, hein. Alors là, voyez la liste, hein. Les Delta Aquarides Sud et les Alpha Capricornides, donc qui sortent, qui semblent sortir, dont le radiant est devant la constellation du Verseau et du Capricorne, donc qui ont leur maximum le 30 juillet, toutes les deux à la même heure. Puis il y a aussi les Pisces austrinides, donc du poisson austral, les draconides de juillet, du dragon, les Eta Eridanides de l'Éridan, sous Orion, on l'en voit tout petit peu en fin de nuit. Les Perséides, ben là, ça c'est déjà commencé et c'est toute la nuit aussi. Les Iota Aquarides Nord, donc ça se mélange un petit peu, toutes ces origines. Et les Capacinides, donc de la constellation du Cygne, haut dans le ciel. Donc, festival d'étoiles filantes qui va être intense jusqu'à la mi-août à peu près. Donc, c'est magnifique. Et puis, bon, là, il y a la Lune. Quand il y a la Lune, on voit moins d'étoiles filantes, évidemment, puisque la Lune absorbe beaucoup de lumière. Donc, les moins brillantes sont invisibles. Les étoiles filantes les moins brillantes. Du côté des petites planètes ou astéroïdes, nous avons l'astéroïde 3, Junon, qui est opposé au Soleil aussi le 29 juillet. Donc on a Junon en fait qui se trouve avec la Lune, hein. La Lune est conjointe à Junon le 29 juillet. Donc on a Lune, Pluton et Junon pour ceux qui s'intéressent aux astéroïdes, qui sont en même temps à l'opposé du Soleil et donc conjoints à la Lune pour le 29 juillet. Et puis le 1er août 287, Nephthys, qui est bien difficile pour nos instruments. Donc la Lune cette semaine est conjointe à Junon le 29 juillet, à Pallas et à Vesta le 4 août. Et voilà. Et on a l'amas de la crèche qui est dans le champ du coronographe Lascaux C3, c'est bien normal, jusqu'au 8 août, puisque c'est la constellation du Cancer et que le Soleil se trouve devant. Donc le coronographe capte tout ce qui est dans l'environnement immédiat du Soleil et est donc invisible avec nos yeux depuis la Terre, puisque en plein derrière le Soleil en fait. Alors sautons sur Stellarium pour voir ce que nous allons voir. Donc ce soir du 29 juillet 2026, soir de pleine lune, la lune était pleine à 19h, à 16h35, je le rappelle, donc là c'est le 29 à 19h32, bon, on va aller au coucher du soleil, là, voilà, pour voir qui se couche ouest, nord-ouest, mais chaque soir de plus en plus près de l'ouest. Tandis que de l'autre côté, nous allons chercher à assister au lever de la lune, donc pile à l'opposé. On va donc, ça va être est-sud-est, on va attendre gentiment le lever de la Lune, que voilà, 21h40, la Lune est donnée là pour se lever à 21h33, voilà. Donc le Soleil étant déjà couché, voilà, quelques minutes après le coucher du Soleil, la Lune apparaît, donc on va aller dans un endroit dégagé pour assister à son lever, forcément c'est magnifique. Donc 1 heure plus tard, elle est au sud-est. Elle est donc devant la constellation du Capricorne, n'est-ce pas? Elle vient d'être conjointe à Pluton, qui est par là. Et donc voilà, la Lune. 1 heure plus tard, 22h40, le 29 au soir. Donc elle va culminer aux alentours du minuit vrai, donc, puisque c'est la pleine Lune, hein. À la pleine Lune, la Lune culmine au milieu de la nuit. Elle se lève au coucher du Soleil, culmine au milieu de la nuit, 2h18, et se couche au lever du Soleil, donc le 30, oui c'est ça, le 30 juillet au matin, plus tard que oui à 7h12, plus tard que le lever du Soleil. Donc elle se couche déjà dans le jour, le 30 juillet au matin. On va revenir un petit peu en arrière, on va la voir à son levant,
puisque toute la semaine, ensuite, elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, se coucher de plus en plus tard, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. C'est le rythme, c'est comme ça pendant la troisième phase de la lunaison. Elle est donc gibbeuse décroissante. Alors la voici le 29, donc devant le Capricorne, la nuit du 29 au 30, la nuit du 30 au 31. Elle va se lever à 21h56. Elle prend déjà beaucoup de retard. Donc la voici la nuit du 30 au 31 à 23h18, ici là précisément. 31 juillet, 1er août, elle arrive devant la constellation du Verseau. Et donc elle se lève à 22h16 le 31 juillet. Le 1er août, elle se lève à 22h34. Donc elle se lève, vous voyez, d'un jour à l'autre, il y a peu de, il y a peu de retard. Elle prend peu de retard parce qu'elle est en signe de courte ascension. Donc, comme et en plus, elle monte en latitude, donc vraiment, elle prend peu de retard. Signe de courte ascension, n'est-ce pas? C'est de Cancer, non, non, de Capricorne à Gémeaux. Donc, puisque l'écliptique qu'on peut tracer ici, voilà, va être, vous voyez, le lendemain. Je la mets le lendemain. Elle va se lever plus près. Elle se lève avant, quoi, plus près de l'est. Elle apparaît plus tôt que si elle était toujours sur le même degré du zodiaque, évidemment. Donc le lendemain, la nuit du 2 à 3 août, elle se lève à 22h52. La nuit du 3 au 4 août, c'est là qu'on va la voir. Elle se lève à 23h11 et l'on va lui rajouter une petite heure. Voilà, parce que c'est le jour où elle est conjointe à Saturne. Alors j'enlève ce trait évidemment, qui n'est pas dans le ciel. C'est juste pour qu'on se le visualise un petit peu. Et ce jour-là, donc le 4 août, à 0h18, Saturne donc s'est levé au soir à 23h45, 50. Et on voit la Lune qui s'est levée avant, s'est levée au-dessus de Saturne, qu'on reconnaît dès qu'elle est levée, on la repère, Saturne, hein. Et donc notre jolie lune gibbeuse décroissante au-dessus de Saturne, ce qui veut dire que la veille, donc je reviens sur la nuit du 2 au 3, elle est conjointe à Neptune. Alors Neptune étant, on va pas me le montrer parce que il y a la lune justement. Si ça rame pas trop, je vais nous l'afficher, sinon je vais blablater le temps que ça affiche. Parce que cette fonction est toujours très lente à se mettre en route. Je ne sais pas pourquoi, avec cette nouvelle version de Stellarium, ce n'était pas le cas avant. La fonction recherche initiale. Bon, alors donc, c'était pour montrer que, donc là, c'est le 3 0h18, oui, voilà, la nuit du 2 au 3, la Lune est conjointe à Neptune, qui se trouve par là, ça va venir. Je peux plus, j'ai plus de main là. Et la nuit du 3 au 4 à Saturne, donc on va apprécier ça. Je peux vous le montrer aussi dans mes yeux. Oh, voilà, c'est sympa, ça vient vite. Voilà, Neptune est là, je retrace l'écliptique, vous voyez. Donc, en fait, c'est bien sûr en fin de nuit qu'il faut le regarder. Donc là, 4 heures, 5 heures du matin, je remets un petit peu, voilà. C'est au sud, à 5 heures du matin, le 3 août, vous avez la Lune, avec Neptune bien sûr invisible ici, et Saturne, notre Lune gibbeuse décroissante. Et le lendemain, toujours 5 heures du matin, la Lune est là, au-dessus de Saturne. Donc là, c'est levez-vous tôt ou ne vous couchez pas. Joli spectacle en fin de nuit, mais déjà visible dès minuit, en fait, pour Lune et Saturne, le 3 au soir. Et voilà, on va arriver à la fin de on va arriver à notre dernier quartier. Donc là, c'est le 4, nuit du 3 au 4. Alors, ça va me donner la nuit du 4 au 5, là. On va passer la nuit du 4 au 5, donc elle avance devant les poissons. La lune, elle se lève de plus en plus. Là, c'est son lever le 5 au soir.
Et en fait, le 4 au soir, 23h33. Le 5 au soir, donc pour la nuit du 5 au 6, 23h59. Elle est devant le bélier. Et la nuit du 6-7, voilà, on a sauté un jour. La nuit du 6 au 7, voilà, 23h59, du 5 au 6. Et donc, on s'arrête là devant la constellation du bélier. Et on va la voir la semaine prochaine, conjointe à Uranus, à Mars, à Aldébaran, bien sûr, du taureau, ici. Donc, un petit tour de ce ciel de, bah, de nuit d'été. Donc là, on est à la fin de la nuit. On va revenir au début de la nuit. Voilà, 20h, 21h. Voilà. Alors, à part la Lune qui va déserter le ciel de début de nuit, donc en début de nuit, que voit-on? On cherche Vénus. Vous voyez, elle est de plus en plus bas déjà, hein. Début de nuit, on cherche Vénus, donc qui est quand même bien visible, bien sûr, à l'ouest pratiquement, et qui se rapproche de la constellation de la Vierge. Ici, Spica de la Vierge, donc en début de nuit. Et au-dessus, Arcturus du Bouvier qui descend, toujours la première à s'allumer dans le ciel avec Vega, mais Vega de la Lyre, qui elle est de plus en plus haut, tandis que Arcturus du Bouvier est de plus en plus bas. Donc début de nuit, vous vous tournez vers le sud. Vous avez Vega qui est encore du côté est, mais de plus en plus haut, et Arcturus bien au sud-ouest, de plus en plus bas. Et puis, donc voilà pour le sud. Donc dès tout début de nuit, c'est le Scorpion qui culmine avec Antares, qui passe à sa culmination. Le Sagittaire qui arrive, suivi du Capricorne. Bon, on prend une heure de plus, avec au-dessus du Scorpion, bien sûr, le Serpentaire, Ophiuchus. Et puis, alors prenons une heure de plus, qui fasse nuit. Donc quand il n'y a pas de lune, comme ça va être à la fin de la période en début de nuit, on a une très belle voie lactée, donc qui passe, euh, il est là à 23 heures à peu près. Le Sagittaire arrive à sa culmination et donc c'est là que s'ancre la Voie lactée qui monte, qui monte, qui monte à travers l'Aigle, le Cygne. Donc je vous mets le zénith là pour voir où c'est le sommet du ciel. Le Cygne qui passe très haut et puis c'est fait Cassiopée et Persée. On revient vers le nord et au nord on a donc en début de nuit, enfin 23 heures, là, les ours et le dragon qui basculent du côté de l'ouest, tandis que Cassiopée et Céphée s'élèvent du côté de l'est. On va au milieu de la nuit, 1h57 pour notre localisation, avec maintenant un jour qui diminue, mais se décale à nouveau vers le matin depuis le 26 juillet. Donc en milieu de nuit, la grande ourse arrive en rase-motte sur le sol. Voilà, Dragon Petit Ours sont à 9 heures. Et puis on a Persée là et ses Perséides, Persée et ses Perséides qui s'élèvent au nord-est. Et puis Capella du Cocher, la très brillante, aussi qui s'élève au nord-est et qui ne se couche pas à la latitude de Paris, même si à la latitude où je suis moi, elle se couche un tout petit peu. Elle est donc circumpolaire. Excusez-moi, je finis ma phrase. Capella est donc circumpolaire à la latitude de Paris. Je fais vite. On a vu la fin de nuit, donc avec Saturne et Neptune, le 3 et le 4 au matin. Et je vais partager un petit peu les news avec vous. Il me reste un peu de temps quand même. Partageons les news et puis des images. Alors, je commence par quelques nouvelles, les nouvelles, ma petite revue de presse aéronautique et astrophysique. Alors, au niveau des stations spatiales, tout d'abord, donc il y a un vaisseau Soyouz MS-28 qui a ramené de l'ISS l'équipage de l'expédition 74, avec donc deux Russes et un Américain, qui ont passé 241 jours à bord de l'ISS. Et puis, ben voilà, il va y avoir très prochainement déjà la relève de la mission de l'équipage suivant dont fait partie Sophie Adenau. Donc je crois que c'est déjà au mois de septembre, ça paraît bien bref. Eux, ils ont passé
cet équipage-là, ils ont passé 8 mois sur l'ISS. Alors on apprend qu'un premier astronaute canadien s'envolera dans une capsule Crew Dragon. Donc en fait, des Canadiens, il y en a déjà, c'est le troisième qui ira dans l'ISS, mais apparemment le premier à y aller avec un Crew Dragon de SpaceX. Et puis, alors là, je vais vous montrer des images. Ah bah oui, j'ai les images qui vont avec. Les images, donc c'est pas celle-ci, je voulais... Ah ben ça, c'était le soleil. Alors, ben, je vous les montre d'abord. Voilà, j'ai sélectionné 4 images de soleil pour vous. Il n'y en aura qu'une dans le lot qui sera dans l'article. Mais là, je voulais vous les montrer. Magnifique. Je reviendrai sur les news après. Donc, c'est l'actu du soleil. Donc, les proéminences de solaire. Magnifique photo. Un soleil qui, bon, reprend un peu en activité. Il était bien bas la semaine dernière. Il reprend un peu d'activité. Donc, une certaine, voilà, sous toutes ces différentes façons de le voir. Donc là, on voit bien sûr les taches. C'est en lumière blanche à peu près. Là aussi, c'est aussi en lumière blanche, hein. C'est à peu près ce qu'on voit. On met avec un filtre. Sauf que là, c'est coloré orange. Et ça, c'est en H-alpha. Donc, on voit beaucoup de détails. Donc, dans la raie alpha de l'hydrogène, en fait. Donc, on voit pas la même chose que dans la longueur d'onde du visuel. On repère les tâches d'autres manières. Donc ça, c'était une petite vue du soleil. Je vous ai mis aussi une petite lune, donc du 27 juillet, donc gibbeuse croissante, bien sûr, où on voit le soleil qui se lève de ce côté-là sur Grimaldi, la, la grosse tache ronde noire qui est du côté complètement ouest du soleil, du coup, est dans l'ancienne dénomination. Voilà, ça c'est ce qu'on verra cette semaine avec le lever de soleil, le coucher pardon de soleil sur Théophilus, Cyrillus et Katharina le 3 août à 5 heures. Donc si tâchez d'être dehors le 3 août à 5 heures parce que non seulement il y aura la lune avec Saturne, mais sur la lune, vous pourrez admirer le coucher du soleil sur ce trio de cratères là, cette petite guirlande Théophilus, Cyrillus et Katharina. Et le 7 août à 5 heures, bon, ce sera la semaine prochaine, vous pourrez remarquer Copernicus, la nuit du 6 au 7, donc fin de nuit, donc le 7, coucher du soleil sur le cratère Copernic qui se trouve au milieu de l'océan des tempêtes. Alors ça, c'est le retour du Soyouz au Kazakhstan, qui allume ses petites rétrofusées pour amortir le choc. Celui qui a ramené les 3 astronautes de l'ISS. Et puis ça, c'est le cristal impossible qui se développe en apesanteur. Donc, c'est du chlorure de potassium qui fait pas du tout ça sur Terre, mais qui fait ça dans l'ISS. Ça fait ces structures étonnantes, bien sûr. Voilà le genre d'expériences qui sont menées dans l'ISS. On voit ce que ça fait en apesanteur. Je continue avec les news. Ensuite, donc, suivez la vie dans l'ISS avec Sophie Adenau. Donc, nouveaux articles à propos de la mission Artemis 3 qui doit dans le programme lunaire de la NASA. Donc, mais ça, on en a déjà parlé plein de fois avant. Donc, qui consiste la mission Artemis 3 en un test géant d'amarrage spatial des 3 composants principaux de cette mission. Donc, il y a la fusée qui va aller jusqu'à la Lune, il y a le ravitailleur et il y a la lunisseur. Enfin, et donc, ces 3 éléments devront être coordonnés à leur lancement et s'amarrer dans l'espace, donc en orbite basse. Ça va se passer. Donc vous avez 2 articles là-dessus, à nouveau cette semaine. On revient à propos de Mars sur la mission Psyché ou Psyché qui va vers l'astéroïde 16 Psyché du même nom, une mine de diamants apparemment, qui elle n'est pas arrivée, mais en chemin, passée à côté de Mars. Et donc elle a testé ses outils, c'était au mois de mai dernier déjà, mais il y a un article qui récapitule tout cela et une jolie vidéo de la NASA qui nous montre ce que Psyche a vu en passant tout près de Mars. Magnifique. On célèbre aussi le 50e anniversaire du premier atterrissage, bien sûr, d'une sonde sur Mars. C'était la sonde Viking. Là, il y a eu 3 Vikings, je crois, et donc il y a déjà 50 ans. Et c'est à partir de ça que s'est établi le cadre de l'étude de Mars et de l'exploration et des technologies pour l'exploration de Mars. Donc je vous montre l'image. Voilà, la sonde Viking 2
posé sur Mars avec les traces de son atterrissage et puis une espèce de capuchon de protection. Je sais pas, la photo elle a l'air vachement nette, hein. Mais il y a deux traces, ils ont dû beaucoup la travailler quand même. Parce qu'il y a 50 ans, euh, forcément c'est pris en orbite. Ou alors c'est un montage, on ne sait pas. Sinon, ils disent que c'est une photo, hein. Ensuite, voilà, l'objet est sur le côté droit, un couvercle de protection, largué après que l'atterrisseur se soit posé. Et donc le sol sombre et perturbé au centre a été créé par le bras robotique de l'atterrisseur qui prélevait des échantillons. Ils ont fait beaucoup de choses, hein, il y a 50 ans. Donc ensuite, entreprise spatiale, nous avons Thomas Pesquet qui s'est rendu au Sénégal pour encourager les jeunes à se lancer dans le secteur spatial. Nous avons un petit article sur un Ethan Stib qui développe le secteur spatial israélien. C'est toujours bon à savoir ce qui se fait un peu partout. Un petit rappel historique à nouveau du 24 janvier 2015 où l'Union soviétique a tenté d'un tir de canon depuis une station orbitale. Alors un canon automatique si puissant que pour encaisser le recul, il a fallu qu'il allume ses moteurs. Bon, c'est une première mondiale un peu dangereuse et qui, par bonheur, n'a jamais été reproduite depuis. Et puis, on va se féliciter et se réjouir du lancement du Starship qui a enfin réussi le 24 juillet. Voilà, il y a eu 2 reports. Il faut partir au bon moment. Et avant, c'est trop tôt. Et ben, il y a eu la perte du booster. Bon, tout n'a pas fonctionné au niveau du premier étage. Mais globalement, il a atterri à 20 km, je crois, de la cible. Il a perdu, il y a des moteurs qui n'ont pas fonctionné. Mais globalement, c'est un succès. Et je vous ai mis plusieurs liens